Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc après Bachar al-Assad, maintenant dans la série des portraits de grands dirigeants arabes, on passe à Mouammar Kadhafi, tout simplement parce que le 20 octobre dernier, là, 2021, on a commémoré le 10e anniversaire de sa mort. Je vous épargne les images de lui ensanglanté qui ont beaucoup circulé et son cadavre aussi, et je passe directement au portrait. Je le répète avant de commencer, ce n'est ni un moyen de le glorifier, ni un moyen de l'enfoncer, c'est juste un portrait en fait. C'est pour revenir sur son parcours et pour s'intéresser à sa vie. C'est parti. Mouammar Kadhafi, c'est vrai que c'est un vrai personnage, il est connu pour ses extravagances, pour ses tenues traditionnelles, etc. Alors, on ne connaît pas sa date de naissance avec certitude parce que comme beaucoup de Libyens de l'époque, il n'y avait pas d'acte de naissance, mais on pense qu'il est né en 1942, contrairement à son année de mort qu'on connaît bien, elle, 2011. Il vient de la tribu des Kadhafa, sa mère s'appelait Aïcha, son père Mohamed, et il a vécu dans un milieu bédouin, dans la pauvreté, et d'ailleurs il le décrira lui-même dans un livre, dans un recueil de nouvelles, tellement ça l'a marqué. Je suis un bédouin illettré, je bois l'eau de pluie et l'eau du puits dans mes mains jointes. Je filtre les têtards dans le bord de ma cape, ne portant pas de certificat de naissance, mangeant sans se laver les mains. Il finit par être scolarisé quand l'école devient obligatoire et il rattrape son retard. Et il est très curieux et plus il grandit, plus il gagne en conscience politique. Il est quand même de la génération de Lumumba, de la nationalisation du canal de Suez, il s'intéresse à la Révolution française, à Mao, etc. Après son bac, il décide de rejoindre une école militaire, il se construit petit à petit son réseau, doucement mais sûrement, et il construit le projet de faire un coup d'État militaire contre la monarchie, d'autant plus qu'à l'époque, le roi Idriss a refusé d'intervenir dans la guerre des 6 jours pour aider les frères arabes et palestiniens. Et ça marche. En 1969, il prend le pouvoir. Plus les années passent, plus il affine sa théorie et son idéologie politique, et en 1973, il sort le premier tome de ce qu'on appelle le livre vert, c'est-à-dire vraiment tous les préceptes de son idéologie qui est révolutionnaire, qui est nationaliste, qui est anti-impérialiste, etc. Son gros chantier à Kadhafi, c'est le développement de la Libye. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'écrasante majorité de la population est analphabète, la majorité de la population aussi vit de revenus agricoles, c'est des bédouins, la plupart du territoire libyen, c'est du désert, donc c'est compliqué. D'abord, il change la structure administrative du pays qui reposait en fait sur la répartition géographique des tribus, et il crée des gouvernorats, des districts et des municipalités. À cette époque, l'exploitation du pétrole est aux mains des compagnies étrangères et elles sont tellement puissantes qu'on les surnomme le cartel parce qu'elles s'entendent sur la manière d'exploiter les richesses du pays où elles s'implantent. Et donc, elles exportent en grande quantité, ce qui fait que les prix sont faibles et que les Libyens n'en profitent pas du tout. Et elles sont habituées, dans le cas de la Libye, au laisser-faire du roi. Ce que fait Kadhafi, c'est qu'il les convoque les unes après les autres pour leur imposer de baisser leur production, pour faire augmenter mécaniquement les prix, et il augmente aussi leur taxation, il les force à céder des parts de leur entreprise, et elles sont toutes contraintes de céder les unes après les autres. Le point culminant, c'est en 1971, quand Kadhafi nationalise la BP, la British Petroleum, et là, le monde arabe est complètement bouche bée. Ils sont abasourdis, ils n'en reviennent pas. Et après ça, les autres pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, emboîtent le pas et nationalisent et récupèrent des parts à leur tour. Du point de vue économique aussi, c'est une réussite pour Kadhafi parce que le salaire moyen augmente en Libye et que les routes, les hôpitaux, les écoles poussent comme des champignons grâce aux revenus du pétrole. L'autre grand projet de Kadhafi, c'est l'union des États arabes. Kadhafi est un grand admirateur de Nasser, qui est le chantre du panarabisme, et il ne va jamais se remettre de l'échec de la République arabe unie en 1961, qui est donc l'union, la fusion de l'Égypte et de la Syrie. Et donc il va pas arrêter de proposer à Nasser de faire une union avec la Libye, mais ça va pas marcher jusqu'à sa mort. Après la mort de Nasser, Kadhafi se veut, si vous voulez, un héritier naturel. Il veut reprendre le flambeau du panarabisme et à défaut d'une fusion, il propose un pacte fédéral avec les autres pays arabes ou en tout cas les pays voisins. Qui sont les pays voisins de la Libye? C'est la Tunisie et l'Égypte.
Par exemple, en décembre 1972, il se rend en Tunisie sans même prévenir Bourguiba, donc il s'assoit complètement sur le protocole, et il va prononcer un discours dans une salle de cinéma qui s'appelle le Palmarium, devant 2000 personnes, et devant ce parterre de militants, il va déclarer que la Libye est un trait d'union entre le Maghreb et le Machrek. Alors les gens sont déroutés. D'un côté, ils sont séduits par autant d'audace, ils se disent qu'il est très convaincant, très animé par ce qu'il raconte, et de l'autre, ils se demandent d'où sort cette personne qui casse autant les codes. Avec Sadat, le successeur de Nasser en Égypte, Kadhafi va vraiment faire de la surenchère, il va mettre la pression, il va insister pour qu'il y ait une union entre les deux pays. Il va organiser une marche en 1973 avec 50 000 personnes, 50 000 Libyens. Il va partir de la frontière entre la Libye et la Tunisie et littéralement il va marcher normalement jusqu'au Caire, sauf qu'ils vont être refoulés à la frontière. Pendant ce temps, Kadhafi va faire des psychodrames, il va menacer de démissionner, de faire une grève de la faim, mais Sadat est habitué à son comportement, aux méthodes de Kadhafi, donc il va prendre ses distances, il va pas céder, et finalement ce comportement de Kadhafi va se retourner contre lui. Pendant la guerre du Kippour, la même année en 1973, Kadhafi ne va pas envoyer ses troupes pour aider l'Égypte, elle va pas s'associer à ce pays, elle va juste se contenter d'envoyer des armes, et le 1er septembre, qui est la fête nationale en Libye, en fait, la fête de la Révolution, Kadhafi va littéralement bouder, parce que c'était le jour prévu pour la signature de l'union avec l'Égypte, mais que Sadat a refusé, donc il va se terrer dans sa caserne, et il va même pas faire d'apparition, de discours pour célébrer ce jour-là. À la fin des années 70, le vent commence à tourner pour Kadhafi. Il commence à se faire des ennemis et il emprisonne aussi des opposants. Et pour calmer l'opposition, pour s'assurer de la loyauté des tribus, parce que la Libye reste quand même fondée sur un système de tribus, il leur verse de l'argent, ce qui revient en fait à de la corruption. Il y a aussi plusieurs coups d'État avortés qui s'enchaînent d'année en année. Donc là, Kadhafi va durcir le ton, il va menacer toute personne qui soutient l'Occident, qui soutient le sionisme, le capitalisme, etc. Et cette fois-ci, il va pas seulement se contenter d'emprisonner ses opposants, il va aussi les tuer et il va aussi forcer des opposants à partir en exil et il va organiser certains assassinats d'opposants qui sont en exil. D'un point de vue économique, la situation est très fragilisée parce qu'il y a le choc pétrolier et donc Kadhafi est obligé de prendre des mesures qui sont très impopulaires. Par exemple, il va puiser dans les réserves d'or, il va faire plafonner les retraits bancaires, il va même mettre à contribution les Libyens les plus aisés pour qu'ils avancent de l'argent à l'État et son règne va être de plus en plus personnel. Par exemple, il va mettre son effigie sur les billets de banque. Cette situation économique s'aggrave quand Ronald Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis et qu'il décide de voter l'embargo contre le pétrole libyen. Donc là, ça va peser sur la rente pétrolière et Kadhafi va camper sur ses positions et va interdire l'importation de produits occidentaux, ce qui va entraîner beaucoup de pénuries à l'intérieur du pays. En avril 1984, il y a des opposants libyens en exil qui organisent une manifestation devant la représentation diplomatique de la Libye à Londres et ça vire au drame. Il y a des coups de feu qui sont tirés depuis le bâtiment de la représentation diplomatique et il y a une policière britannique qui meurt. Les Britanniques décident de rompre leurs relations diplomatiques avec la Libye après cet incident et dans ces années-là, à chaque fois qu'il y a un attentat sur le sol d'un pays occidental, on accuse la Libye de financer le terrorisme. En 1986, il y a un attentat contre une discothèque à Berlin-Ouest. Les États-Unis décident de répliquer, ils se dirigent pour bombarder la Libye, sauf que la France décide que les avions américains passent par son espace aérien, donc les avions américains sont obligés de passer par l'Espagne, de détourner leur trajectoire en passant par l'Espagne, ce qui donne du temps à Kadhafi pour échapper de justesse à la mort. En fait, son palais présidentiel est bombardé et c'est sa fille qui meurt. Sa fille, elle est âgée de 2 ans. Après cette opération militaire, après la mort de sa fille, Kadhafi devient nerveux et aigri et bizarrement, cet événement va faire en sorte que les Libyens vont être en fait unis contre l'agression extérieure. Et comme si le fait d'avoir échappé de peu à la mort et le fait d'avoir été endeuillé après la perte de sa fille,
il va brièvement se transformer, il y aura comme une espèce de parenthèse. Il va faire comme un examen de conscience, il va libéraliser l'économie légèrement, il va libérer des prisonniers et il va freiner sur la peine de mort, mais ça ne va pas durer. En 1988, il y a ce qu'on appelle l'attentat de Lockerbie, c'est un avion qui est visé et qui explose à cause d'une bombe, et les suspects sont libyens. En 1992, l'ONU décide donc de voter un embargo, donc cette fois-ci c'est un embargo à l'échelle internationale, et Kadhafi refuse de céder aux conditions qui sont imposées pour la levée de cet embargo. L'année suivante, c'est une accumulation de crises, il y a un nouveau coup d'État qui avorte, ensuite Kadhafi décide de congédier son principal conseiller, qui l'accuse de vouloir fomenter un coup d'État contre lui et une révolte des tribus contre lui. Il essaie de convaincre des opposants en exil de revenir, mais ça ne marche pas. Il en fait assassiner certains à l'étranger, donc de plus en plus il apparaît comme isolé. Ajoutez à ça l'affaire des infirmières bulgares qu'on a accusées d'avoir introduit le sida sur le territoire libyen, plus la rencontre avec le secrétaire général de l'ONU qui a été catastrophique. À l'époque, c'était Kofi Annan et il voulait faire le médiateur pour l'attentat de Lockerbie et lever l'embargo libyen. Mais il a essayé de le joindre partout, ça a été vraiment catastrophique et finalement, il l'a rencontré en pleine nuit dans le désert, mais les discussions ont été complètement infructueuses. Finalement, à partir de 1999, Kadhafi accepte les conditions qui sont imposées par l'ONU, il livre les suspects de l'attentat de Lockerbie et il indemnise même les familles des victimes et donc l'embargo est levé. Quand Saddam Hussein est exécuté en Irak, ça va énormément marquer Kadhafi et donc à ce moment-là il va vouloir se démarquer, il va multiplier les gestes de bonne volonté et il va être réintroduit dans le concert des nations comme on dit, il va revenir à l'ONU, il va être reçu par la Commission européenne à Bruxelles en 2004, etc. Puisque les choses vont un peu mieux pour Kadhafi, il va en profiter pour régler ses comptes avec les États arabes qui ont refusé de faire une union avec lui et qui sont, selon lui, responsables du sort qui a été réservé à Saddam Hussein. Donc il va prononcer un discours ultra célèbre dans lequel il critique l'inutilité de la Ligue arabe. Puisque ni l'union avec l'Égypte ni l'union avec la Tunisie n'ont fonctionné, il décide de se tourner naturellement vers l'Afrique et plus du tout vers les États arabes et il crée l'Union africaine. Même si c'est une période de calme relative pour Kadhafi à ce moment-là, il a quand même des hésitations, des retours en arrière, il tergiverse. Donc, il fait ses réformes qui sont demandées, mais de manière timide. Et malgré tout aussi, la Libye reste officiellement dans la liste des États terroristes des États-Unis. Quand il est reçu en 2007 par Nicolas Sarkozy, une visite dont on se souvient très bien en France, Kadhafi est toujours dans cette démarche de vouloir séduire les Occidentaux, de vouloir promettre des investissements, de la même manière qu'il verse de l'argent aux tribus pour s'assurer de leur loyauté. Donc il signe plein de contrats cadres avec la France, mais finalement il n'achète que des Airbus. Dans le même temps, on lui fait comprendre aussi clairement que son retour sur la scène internationale ne va pas être aussi facile qu'il le croit. On se moque ouvertement de ses tenues, des personnes qui l'accompagnent pendant les visites, de sa tante, etc. Et en plus, on le qualifie ouvertement de dictateur, donc là, il va très mal le prendre. Même si les États-Unis finissent par retirer la Libye de la liste des États terroristes, Kadhafi sent bien que c'est un infréquentable et qu'il n'est pas le bienvenu. Par exemple, il ne va même pas être reçu par Obama à la Maison Blanche au moment de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York. On en est maintenant en 2010 et là le système est sur le point de s'effondrer. Il y a eu des réformes de libéralisation timides, une partie d'ailleurs était exigée par la communauté internationale comme condition de levée de l'embargo, mais c'est au compte-gouttes et puis le chômage continue de grimper, donc ça ne change rien fondamentalement à la situation parce que c'est des années d'effondrement qui s'accumulent. En plus de ça, l'opposition a continué de grimper. En fait, il y a eu beaucoup de ressentiment qui s'est accumulé avec toutes ces années, notamment de la part des courants dits islamistes, parce qu'ils n'ont pas digéré, par exemple, l'adoption du divorce par consentement mutuel dans les années 80, ni la possibilité pour la femme de poursuivre son mari pour adultère, des choses comme ça, plus la répression, la censure omniprésente, tout ça, ça a vraiment marqué une partie des Libyens.
Kadhafi avait déjà pris le soin de désigner son fils comme successeur, donc vraiment c'était acté, le côté personnel et dynastique du pouvoir. Et le fils, lui, avait entrepris une politique de réconciliation, d'amnistie avec les courants islamistes, mais ce sont finalement parmi les premiers qui se sont retournés contre lui et qui se sont soulevés au moment de la révolte de 2011, et il a perdu complètement le soutien des tribus. On va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. J'ai vraiment voulu revenir de manière abrégée sur ce qui s'est passé pendant les années de pouvoir de Kadhafi. Je ne pouvais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo aurait duré 1 heure et c'est pas possible. Ce qu'on va retenir de Kadhafi, c'est que c'est vraiment une personnalité qui divise. À la fois il déroute parce que il casse les codes, parce qu'il a eu beaucoup d'audace, il a osé des choses et ça a fonctionné. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait cette exubérance, un petit peu ces excès qui lui ont attiré beaucoup d'ennemis et qui ont accumulé le ressentiment à son égard. Évidemment, les circonstances floues de son assassinat, enfin qui sont pas floues du tout, mais comme on ne connaît toujours pas la vérité sur ce qui s'est réellement passé, ça continue d'alimenter jusqu'à aujourd'hui la légende de Kadhafi parce que ça en a fait un martyr. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, vous connaissez la chanson, c'est ça qui me donne de la visibilité, et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et si vous voulez aussi me soutenir parce que je passe beaucoup de temps à préparer ces vidéos, vous pouvez me faire un don sur Tipeee, le lien est en barre de description. Voilà, bisous et à plus tard.